l'année passée, j'étais déjà venu, j'avais présenté en gros tout ce qu'on avait. Cette année, je vais présenter tout ce qu'on a. Mais ça veut dire qu'en une année, comme vous voyez bien, la recherche, ça avance quelque part très vite, mais c'est la dimension temporelle. On a l'impression que ça avance tout doucement. En même temps, des fois, on se dit ça avance très vite. Et vraiment, au final, j'ai cette impression comme quoi il y a eu des avancées. On a commencé à travailler sur les greenopathies en 2018. Je vais dire discrètement, ce n'était pas la première ligne de recherche dans le laboratoire. Et il y avait très peu d'informations. Donc, on a toujours l'impression que le verre, il est à moitié vide. Mais quelque part, avec le recul, on se dit, on s'avance hyper vite. Donc, c'est mon côté optimiste. Bon, ça vient de ma mère. OK. Donc, j'essaye de renouveler quelques diapos, mais il y en a quelques-unes qui me servent toujours. C'est des petites béquilles, un peu pour mettre en contexte. Je m'excuse parce que vraiment le format, si vous voulez vous rapprocher, n'hésitez pas. Donc, c'est cette vision physiologique de la vie. Donc, on a parlé principalement de gènes gris, des récepteurs qui forment des récepteurs au glutamate, et de cette synapse. On a eu la chance d'avoir la présentation de Gianpaolo, qui nous a présenté de nouveaux acteurs. Évidemment, des fois, on a cette vision, ma présentation, elle va tourner un petit peu autour de cette vision un peu plus holistique. Il parlait d'une vision holistique, non, des autres acteurs qui participent. On se focalise beaucoup sur les récepteurs de glutamate et évidemment c'est les cibles, c'est le défaut génétique qui provoque un changement de leur activité et on cherche à trouver des traitements qui ciblent ces molécules, ces protéines. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres éléments dans notre cerveau, dans les autres parties de notre corps qui vont agir. Le microbiome, la diète, les différentes, le mode de vie, l'exposome, tout ça, ça va agir. Donc, je pense que c'est important de mettre de nouveaux acteurs et de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc, j'ai partagé un peu la présentation. J'essaie de me tenir un peu dans les temps. Si vous avez des questions, évidemment, vous levez la main. Comme disait Olivier, il n'y a pas de questions naïves. On est là pour, maintenant ou après, pour répondre à vos questions. Donc, il y a 3 principaux axes. Le premier, c'est vraiment dans une maladie rare. Je pense que toutes les familles et tous les cas gris mérite d'avoir un diagnostic fonctionnel. Donc, c'est vrai qu'on s'est rendu compte il y a 2 ans qu'il y avait des familles, on leur disait, et nous on le faisait nous-mêmes, dans notre laboratoire, on disait, voilà, votre variant, c'est un variant complexe. Et on faisait ce dont on n'aime pas du tout, c'est de dire, bon, revenez dans quelques temps. Ouais, c'est la pire des choses qu'on peut dire à une famille, non? Donc, on a essayé d'aborder ces problématiques pour essayer ou donner notre point de vue et tenter de faire des notations fonctionnelles, des variants complexes ou des variants qui touchent des domaines, et c'est une grosse partie, je pense que c'est la présentation d'Olivier, va nous parler aussi de variants qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'avaient pas une annotation. La deuxième partie, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille le plus ces derniers temps. Donc le gros des nouveaux résultats, ils sont résumés dans cette deuxième partie où on explore des nouveaux modèles précliniques, notamment on caractérise des souris. Je suis en train de vous faire un spoiler de toute la présentation. Après, vous pouvez partir, on peut arrêter ou je peux continuer. Mais en tout cas, ces modèles précliniques et de nouvelles molécules qu'on est en train de caractériser pour essayer de trouver de meilleurs traitements ou des traitements qui vont servir pour plus de patients green. Et finalement, les études, un petit résumé des études pilotes cliniques qu'on a développées, d'accord, un peu pour fermer la boucle avec un dernier rebondissement dont je ne vais pas vous parler encore. OK, donc par rapport à la stratification fonctionnelle,
Ici, j'aime bien présenter cette animation. Si ça marche, on voit, ça c'est une représentation du récepteur NMDA, mais ça pourrait être des récepteurs AMPA, où on voit tous ces petits points-là, verts. C'est des changements qu'on appelle neutres, des polymorphismes, des changements de l'ADN, mais qui sont dans la population neurotypique, population saine, d'accord? Donc, le récepteur NMDA, il y a des endroits, il y a des domaines qui sont moins sensibles aux mutations ou dont les changements de l'ADN ne provoquent aucune altération. D'accord? Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a d'autres domaines, et c'est ceux qui apparaissent, c'est difficile à voir, mais en gros, c'est les petits points rouges qui apparaissent là, c'est la plupart des mutations dont les patients green présentent ces changements de nucléotides. Donc, traditionnellement, il y a plusieurs images, des fois on parle d'une rivière, non? Les récepteurs NMDA, les récepteurs au glutamate, quand le glutamate il arrive dans les synapses, se libère dans la synapse, ça va activer ces récepteurs, et ces récepteurs ils agissent comme des portes qui vont s'ouvrir et qui vont permettre un flux d'ions, donc de calcium notamment. Et ce flux doit être très bien contrôlé. Donc des fois, moi j'aime bien l'image d'une rivière qui a un certain débit, voilà, et que sous certaines conditions, s'il y a une mutation, ce débit il peut être soit débordé, donc on va parler d'un gain de fonction, ou il peut être diminué, on parlera d'une perte de fonction, loss of function. Ça, c'est une vision, disons, traditionnelle, une vision très dichotomique, non? On essaie de voir les choses en noir et blanc. Et à partir principalement de cette vision dichotomique, on propose, et la plupart des chercheurs, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'on est en train de faire, c'est de chercher de trouver des traitements qui vont essayer de compenser soit ce gain de fonction, soit cette perte de fonction. Donc, avec Mireia Oliveira, vous l'avez sûrement rencontrée, elle avait participé dans un webinaire qui est organisé par le comité scientifique, par Olivier et compagnie. Donc, elle est bioinformaticienne, elle est experte dans tout ce qui est structure, modélisation, développement de modèles d'algorithmes prédictifs. Et elle a développé cette base de données donc, qui est publique. C'est un peu, je veux dire, ça s'est développé en parallèle que le Green Portal, que la base de données de Leipzig. Donc, il y a une certaine coïncidence, un recoupement. Après, il y a certaines particularités de l'une ou de l'autre, d'accord? Mais en gros, sur cette base de données qui est fort visitée, elle a récupéré plein de variants des gènes green, en utilisant aussi l'information non seulement des variants qui sont liés à des maladies, à des greenopathies, mais aussi les variants qui sont dans la population neurotypique, d'accord? Un peu pour voir vraiment qu'est-ce que le système il peut supporter quelque part et où c'est qu'il est vraiment sensible. Donc, ce variant, il est nourri par ce database par plusieurs données des groupes internationaux, notamment Emory University en Géorgie, mais aussi des demandes qui nous ont fait arriver plein de familles de cliniciens en Europe. Donc ici, vous avez un récapitulatif un petit peu des demandes qu'on a eues, soit de l'Europe, soit au niveau total, mondial. Principalement, évidemment, on a un pôle très fort de demandes en Espagne, mais aussi en France, les Pays-Bas, l'Italie, etc. Donc, j'écoutais la présentation ce matin de Corentin, qui parlait un petit peu du nombre d'annotations, plus ou moins, je pense que les pourcentages, ça correspond au pourcentage qu'il y a aussi en France de personnes qui ont des notations fonctionnelles,
Et principalement, ces notations fonctionnelles, et traditionnellement, la notation en gain ou perte de fonction, ça s'est fait dans nos laboratoires et dans d'autres en utilisant ce pipeline. Donc principalement, ce qu'on faisait et ce que les gens y font, c'est d'exprimer le récepteur mutant et de voir les propriétés biophysiques et l'adressage à la membrane et voir comment, si ça répond à une catégorie ou à une autre. Donc, tout d'abord, pour les notations fonctionnelles, la première des questions, c'est de voir s'il y a une pathogénicité. Donc, ce n'est pas parce qu'un enfant il a des troubles du développement et qu'il a un variant green que c'est un patient, on va dire, green, hein, atteint de green. Il y a des variants qui peuvent conférer un risque, un facteur de risque. Il y en a d'autres qui sont neutres et que des fois, en faisant un exome un peu plus poussé ou une deuxième analyse, on se rend compte qu'effectivement, il pouvait y avoir d'autres gènes qui pouvaient contribuer. Donc, mis à part la pathogénicité, c'est voir cette stratification. Donc, j'ai essayé de représenter ça un petit peu en faisant un peu de promo de Gaudí. J'imagine que vous connaissez de Barcelone, ça c'est la technique typique, mais c'est un peu pour illustrer cette vision de noir et blanc. Dans ce cas-là, on aurait deux couleurs, non, le bleu, mais au fait des bleus, il peut y en avoir plusieurs, c'est un spectre. Quand on dit c'est une perte de fonction, des fois c'est pas très sévère, ça peut être très sévère, ça peut avoir un effet qu'on appelle dominant négatif. Des fois il y a cette combinaison, d'accord. Et on s'est rendu compte qu'il y avait encore tout ce vide, un gros pourcentage des variants qui ne sont pas clairs et nets, qui sont vraiment dans une zone de pénombre. Donc, c'est ce qu'on appelle les variants green orphelins. Et on a commencé à développer un système pour essayer de caractériser. Ce n'est pas tellement poussé que les IPS, que ça serait vraiment pour nous le modèle idéal, mais on parle de dizaines de variants. Donc, ce qu'on a proposé, qu'on est en train d'explorer, c'est d'utiliser des cultures primaires dont Ludovic vous parlait, donc des cultures primaires de neurones de souris, où on introduit le variant complexe, le variant orphelin, green, et là-dessus, on regarde soit par calcium, soit par morphologie ou les courants, et on peut déterminer un peu les conséquences fonctionnelles de ce variant dans un contexte qui ressemble plus à un neurone humain, à ce qui se passe dans un cerveau humain. Évidemment, c'est in vitro, mais c'est beaucoup plus proche. Donc, ce qu'on appelle au labo les readouts, les lectures qu'on a, les mesures, elles sont plus proches de la réalité. Non seulement par rapport à cette signature électrophysiologique ou aux réponses qu'on puisse observer, mais aussi par rapport à la réponse aux différents traitements. Vous savez qu'il y a, de nos jours, il y a un nombre limité, croissant, mais limité encore, de traitements. Certains qui sont ciblés aux mutations GOF, d'autres aux mutations LOF. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on exprime les différentes mutations orphelines, et puis on regarde leur réponse à un traitement et à l'autre. Donc, si elles répondent bien à un traitement GOF, ça veut dire que globalement, on va considérer que c'est des mutations GOF. C'est un peu raisonner dans la lecture finale et après inférer ce que c'était à l'origine. Donc, les résultats qu'on a obtenus pour l'instant, c'est principalement, on a caractérisé deux mutations. Une mutation qui est très proche du port de canal, ça se voit hyper mal, pardon, mais c'est une arginine 844 cystéine et la sérine 617C. Donc, on a mesuré les courants, les EPSC, on a vu qu'il y avait une diminution. Et donc, déjà, ce type de données, avec les données aussi pharmacologiques, vont nous permettre de catégoriser. Donc, c'est un travail qui est encore en cours, mais qu'on espère terminer dans les prochains mois. Deuxième partie de la présentation. Il y a des questions jusqu'à présent? Non? Ok. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler un peu des modèles précliniques et du criblage pharmacologique. Donc, principalement, on a vu les gènes green, il y en a
trois qui sont principalement, c'est le gros des patients green. Ces différents gènes, ils ont des mutations dans des domaines différents et qui peuvent provoquer différents types de changements. Donc, on est obligé, c'est une difficulté rajoutée. Non seulement il y a peu de familles, mais en plus, il y a une diversité d'étiologies moléculaires. Il y a différentes causes qui provoquent. Donc, il faut différents modèles. Donc, c'est un peu les efforts de Anna, Sylvia et Alba. Les autres, Sylvia et Anna, elles sont en noir et blanc, elles étaient au labo. Alba, elle est activement dans le laboratoire, elle vient d'avoir une bourse, donc c'est une très bonne nouvelle. J'ai des bonnes nouvelles au niveau économique, donc le labo, il a pris de l'air, on a eu des financements, et ça c'est une bonne nouvelle aussi, évidemment, pour la communauté green. Donc, on en revient aux modèles. Les modèles, il faut plusieurs gènes. Oui, il faut développer ces modèles qui vont nous permettre deux principales finalités. La première des finalités, c'est, dans un point de vue un peu plus scientifique, c'est de comprendre quels sont les mécanismes qui font qu'à partir d'une mutation, il y ait une symptomatologie, une clinique. Oui. Comprendre les mécanismes, ça nous permet d'agir sur les mécanismes. Si on ne comprend pas, c'est vraiment comme s'imaginer dans le cosmos et voilà, on n'y comprend rien, on ne peut pas agir. Si on comprend les mécanismes à travers ces modèles, on pourra agir. Et la deuxième, c'est évidemment le criblage pharmacologique. Si nos modèles ils présentent des altérations similaires à ce qu'on retrouve chez les enfants, à ce moment-là, on pourra essayer de traiter avec la L-sérine, radiprodine ou n'importe quelle drogue qu'on pense qui peut être utile et voir si, oui ou non, ça marche. Donc, principalement, l'hypothèse, le rationnel, c'est de dire on comprend les récepteurs NMDA ou pas en tant que porte, d'une façon très simplifiée. Une porte, elle sert à ouvrir et fermer, oui, à contrôler le passage. Donc, quand on se place dans un scénario loss of function, cette porte qui est fermée, cette porte, pardon, elle tend plus à être fermée, même quand elle devrait être ouverte, parce qu'il y a du glutamate et de la sérine qui est libérée, non, le neurone présynaptique envoie l'information. Les récepteurs qui sont là, ils ne captent pas suffisamment et s'ouvrent très très peu. La porte, elle est coincée, c'est une loss of function. Donc, on va essayer de déplacer cet équilibre vers un état un peu plus ouvert. Et comment on le fait? Eh bien, initialement, on s'est dit on va utiliser la D-sérine qui avait été décrite et donc le précurseur chez l'humain. Donc, ça, c'est un petit peu la validation. Je ne veux pas trop revenir là-dessus. Ça date de 2019, ça fait vraiment loin, même si c'est qu'il n'y a que 6 ans. Mais en gros, on a vu que la D-sérine permettait d'augmenter l'activité des green loss of function. Plus récemment, on a utilisé la spermidine et la spermine. Donc la spermine, c'était connu, c'était des travaux de Pierre Paoletti et Laetitia Moni et d'autres laboratoires qui ont montré que la spermine, c'est un métabolite qu'on trouve dans la diète, d'accord? Donc c'est et même dans notre corps, il y en a. La spermine, disons que c'est une molécule endogène qui est très bien tolérée, qui en a dans la plupart de nos cellules. Et ce que Pierre et d'autres scientifiques avaient découvert, c'est que la spermine, elle permet de booster aussi les récepteurs NMDA. Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer la spermine dans les récepteurs NMDA qui sont hypofonctionnels, qui sont loss of function. Donc ça, c'est un petit peu les résultats. Je vous présente ici un tout petit peu à quoi ça correspond. Non? Pour nous, c'est assez fréquent de voir ce genre de représentation, mais en gros, ici, on regarde ces canaux, le tracé électrophysiologique, donc on regarde l'ouverture de ces canaux. En gros, ça c'est quand le canal il s'ouvre, c'est pas que je trompe, ouais. Le canal il va s'ouvrir, il va laisser passer des ions et après, hop, il va se refermer. Donc toute cette
phases d'ouverture et de fermeture. C'est ce qui permet aux neurones ou aux cellules, dans ce cas-là, de laisser passer des ions. Ouais. S'il y a une réduction de ce courant, ça veut dire qu'il y a moins de courant, donc c'est une loss of function. Et ce qu'on a vu, c'est que le tracé noir, c'est une cellule qui exprime un récepteur NMDA, qu'en présence de spermine, vous pouvez voir là-dessus déjà directement qu'il y avait une augmentation. Donc ça nous a montré que la spermine, elle pouvait potentier les récepteurs NMDA. Ça avait été déjà décrit par Pierre Paoletti d'autres labos. Mais ce qu'on a vu et qui était vraiment intéressant dans le cadre des grinopathies, c'est qu'avec tout genre de mutations, ouais, ici on exprime la mutation 1, 2, 3, 4, différents types de mutations, cet effet potentiateur, on le retrouvait toujours. Donc on s'est dit, ça pourrait être utile. Donc on a utilisé les modèles cellulaires pour tester la spermine. Et finalement, des nouveaux traitements qui vont cibler aussi non seulement les loss of function, mais idéalement aussi des gain of function. Donc c'est ce qu'on est en train d'explorer. Donc ça, initialement, c'était le travail de Mireia qui a, en utilisant la structure, c'est comme chercher un moule, ouais, et puis essayer d'emboîter les différentes drogues qui existent. Ouais, qui pourrait bien s'emboîter, et donc une molécule qui s'emboîte dans un récepteur, potentiellement, elle peut avoir un effet sur ce récepteur. Donc ça a été le travail de plusieurs mois de Mireia. Elle a identifié une librairie de modulateurs allostériques potentiels. C'est un nom un peu abstrait. Modulateur allostérique, ça veut dire que c'est des molécules qui peuvent réguler l'activité des canaux, oui, des récepteurs NMDA, dans ce cas-là. Et elle en a identifié 12. Oui, ce n'est pas une douzaine, c'est 12. Elle a fait le travail vraiment de cibler beaucoup ces molécules, parce que le criblage qu'on réalise après, ce n'est pas du haut débit, donc ça prend j'allais dire des semaines, mais je dirais des mois, pour chacune des molécules. Donc c'est vraiment un travail très extensif qui a besoin de beaucoup d'efforts. Donc le moins on a de molécules candidates, le plus vite ça peut aller. Et là, je vous présente, ça c'est tout nouveau aussi. Donc, c'est les résultats qu'on a eus pour AM3. Bon, on a vu AM2, AM4, on a vu que c'était des potentiateurs, mais des potentiateurs, on en a quelque part déjà, non? Il y a la décérine, il y a la spermine. Évidemment, des potentiateurs qui soient spécifiques pour 2A, ça serait super. On n'en a pas encore trouvé, d'accord? Mais ça nous intéresse beaucoup, ce AM3. C'est une molécule qui est capable de diminuer l'activité des récepteurs NMDA. Donc c'est vraiment intéressant dans le cadre des gain of function. Oui, ça serait éventuellement une alternative ou un traitement alternatif ou complémentaire au radiprodiles, par exemple. Et on a vu que cet effet, on le voyait sur des récepteurs qui contiennent la sous-unité 2A, mais aussi la sous-unité 2B. Donc ici, il y a les statistiques, validation de ces changements. Mais en gros, on a une nouvelle molécule qui, in vitro, sur des lignées cellulaires, agit en tant que modulateur allostérique négatif des récepteurs NMDA. Cette même molécule, on l'a caractérisée sur des cultures primaires de neurones. On a vu on retrouvait cet effet. Aussi, je crois qu'il y a une petite vidéo ici. Voilà, ouais, on a fait des expériences de calcium aussi pour la caractérisation. Ex vivo, on voit aussi qu'il y a une atténuation du slope, donc un effet sur des tranches d'hippocampe. Donc ça, aux chercheurs, ça nous rajoute une évidence, non, un peu plus dans une complexité un peu plus élevée. Que ce composé, il a un effet, mais ça c'est un traitement aigu sur des tranches ex vivo. Et puis on a commencé une collaboration aussi avec un groupe au Mount Sinai où ils co-injectent avec cette molécule et ils regardent
l'activité basale. Donc, il voit qu'il y a des changements d'activité basale. Ça, c'est vraiment très exploratoire encore, cette partie in vivo. Mais en gros, le message, c'est qu'on a cette nouvelle molécule qu'on espère pouvoir compléter sa caractérisation des effets. Évidemment, on va passer in vivo pour voir quels sont les effets de cette molécule dans un modèle de souris GRIN2A gain of function. Jusqu'à présent, je vous ai présenté les approches dans des modèles cellulaires, mais évidemment, si on veut avoir plus de certitude qu'un traitement peut être appliqué, peut être transféré pour des essais cliniques, évidemment, comprendre les différents modèles animaux, ça peut être, c'est important, c'est nécessaire, ça rajoute beaucoup d'informations. Donc, ça c'est typiquement ce qu'on est en train de faire en ce moment. Dans le laboratoire, on a 3 modèles, mais dans tout l'écosystème Green, GRIA, il y a plusieurs, je vais dire, il y a au moins 10, 15 modèles de souris, s'il n'y en a pas plus, qui sont en train d'être développés, caractérisés. Donc c'est vraiment, on est passé des 2-3 modèles qu'il y avait il y a 5 ans à une large galerie, une librairie de modèles animaux. Et principalement, pourquoi on utilise des souris? C'est pas parce que ça nous amuse. Alors, elles sont mignonnes et tout, mais en gros, la souris, c'est hyper informatif en tant que mammifère qui a un comportement et qui a certains comportements qui peuvent mimétiser ou récapituler des comportements humains. D'accord ? Toute distance faite, hein, évidemment, mais on est capable de mesurer l'anxiété, l'activité motrice, la coordination motrice, certaines tâches liées à la cognition, à la mémoire, d'accord ? Évidemment, la communication en tant que telle, on ne peut pas. Il y a d'autres voies pour comprendre l'interaction sociale ou les ultra-vocalisations, mais il y a toute cette partie comportement qui nous informe beaucoup de si une mutation donnée, elle provoque un changement, une hyperactivité ou un trouble de l'apprentissage ou de la mémoire, par exemple. Ensuite, évidemment, ça nous permet de comprendre les circuits et de comprendre quelle est la base plus moléculaire de tous ces troubles. Donc, principalement, ces derniers mois, on a caractérisé dans le laboratoire un modèle de GRIN2A. C'est une souris qui est mutante, qui a une copie du gène GRIN2A chez la souris, ce qui veut dire que c'est une souris GRIN2A loss of function. Et un petit peu, ici à gauche, on voit vraiment que dalle, mais il y a les phénotypes, il y a les altérations, il y a les altérations qu'on retrouve chez les enfants GRIN2A, et à votre droite, oui, il y aurait celles les modèles qu'on peut utiliser ou les tests qu'on peut utiliser chez la souris. Donc il y a plus ou moins cette équivalence. Avant, il y avait Corentin, qui vous présentait les différentes mesures, les différentes altérations qui sont le plus fréquemment liées. Nous, on essaye de faire un petit peu pareil, mais au niveau biologique, quoi. On regarde la souris et on se dit, tiens, il y a un lien plus ou moins direct entre cette altération qu'on voit chez la souris et celle qu'on voit chez les patients. C'est un petit peu ça la base. Donc on utilise tous ces jouets, quoi. Si mon étudiante elle m'entend dire que c'est des jouets, elle va me tuer parce qu'elle passe des heures à faire ce genre de manipulation. On travaille aussi avec des cohortes de souris. Donc imaginez quand on passe 5 heures par jour avec 20 souris pendant 3 semaines, et ça, il faut le refaire 3 fois. C'est vraiment pas tellement des jouets, c'est plutôt des instruments de torture pour l'expérimentateur. Les souris, ça va, quoi. Ça passe des comités éthiques, c'est pas méchant. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure l'apprentissage à long terme, la mémoire à long terme, à court terme, l'activité spontanée, la coordination motrice, l'anxiété,
la conduite sociale et puis aussi la capacité de former ce qu'on appelle le nesting, donc des comportements un peu plus éthologiques. Et ce qu'on a vu, c'est que la souris Green 2A, elle présente une hyperlocomotion avec des mouvements spontanés, des défauts de mémoire à long terme, mais aussi un changement, des altérations du comportement éthologique. Donc, tous ces readouts, tous ces endophénotypes, c'est ce qu'on pourra utiliser par la suite pour étudier notamment l'effet de la spermidine chez la souris. Et finalement, si j'ai encore 3 minutes, ouais. Médecine personnalisée, donc toutes ces approches, la notation fonctionnelle, elle est indispensable pour pouvoir catégoriser les différentes mutations et proposer un traitement qui aura été validé préalablement dans des modèles qu'on appelle précliniques, des cellules, des souris, d'accord. Et quand tout ça s'est mis ensemble, finalement, dans le meilleur des cas, on arrive à une situation de dire, OK, je me trouve face à des mutations loss of function, par exemple la sérine ou la spermine, ça marche bien, on va essayer au niveau clinique. Donc je vais vous résumer un petit peu des résultats qui ont été publiés en 2024, 2025. Donc principalement, si on en revient au schéma initial, c'est vraiment tout simple, mais tout est là. On a le canal fermé ouvert dans un scénario loss of function. On veut rétablir vraiment, nous replacer dans cette frange verte, oui, les récepteurs NMDA et les AMPA, et ils doivent, comme disait, elle n'est pas là, Clémence, oui, on parlait de modération hier soir quand on buvait des coups, oui. Donc, j'ai dit j'allais la sortir. Donc, il faut que le récepteur NMDA, il ait une activité modérée. Oui. Si on a trop ou trop peu, vraiment, c'est là où il y a une pathologie. Et donc, dans un scénario loss of function, ce qu'on va essayer de faire, c'est de replacer dans cette frange d'activité modérée. Ou bien, s'il y a une suractivation, on va essayer de diminuer. Donc ça, évidemment, il y a les radiprodil. Radiprodil permet, c'est cet antagoniste qui permet fermer partiellement et du coup restaurer une activité. Il y a en cours in vivo avec AM3 aussi, pour voir s'il est capable de diminuer cette activité. C'est notre nouvelle molécule STAR. Et puis, je vais vous résumer un tout petit peu les résultats qu'on a eus avec la L-sérine et spermidine. C'est juste 2 diapositives, d'accord, parce que ça a été publié déjà. Mais principalement, la L-sérine, c'est le précurseur de la D-sérine qui va promouvoir une suractivation, qui va booster l'activité. Et la spermidine, un peu pareil, c'est le précurseur de la spermine qui agit en tant que modulateur allostérique positif. Donc, voilà, pour la L-sérine, il y a eu plusieurs travaux, non seulement l'essai clinique de Angels, mais aussi des travaux avec des cliniciens à Amsterdam ou dans les Pays-Bas, et aussi des travaux de Johannes Lemke en Allemagne. Donc, en gros, de nos jours, la L-sérine, ça serait le first arm, c'était le premier traitement pour les green loss of function. Et évidemment, il y a aussi cet essai clinique multicentrique de Tab Green, non, qui va vraiment rajouter une qualité dans l'étude en incluant le groupe placebo, le double blind et la dimension multicentrique qui sont encore nécessaires et ça va permettre de vraiment fermer un peu le tout pour la L-sérine. Pour la spermidine, on a vu que c'était un potentiateur. La spermidine, c'était déjà décrit en tant que cognitive enhancer, donc un composé qui permet une amélioration
de la cognition, non, dans des populations neurotypiques, donc je ne sais pas, nous. Et puis, il avait été montré aussi que, bon, pour certaines, même s'il y a un peu de débat, ça permettait aussi un apport pour les personnes qui commencent à montrer des symptômes d'Alzheimer, oui, ou de neurodégénération, cognitive decline plutôt, et aussi en tant que cardioprotecteur. Il faut dire que la spermidine, ça agit, et la spermine, ça a beaucoup de cibles. Les métabolites en général, c'est l'opposé de la drogue hyper ciblée sur le récepteur. Oui, elles ont un effet sur les récepteurs NMDA, mais après, il y a beaucoup plus d'autres cibles, ce qui est quelque part, au niveau sécuritaire et tolérabilité, un avantage aussi. Donc, pour la spermidine, on a utilisé à nouveau les souris Green2B, on a vu qu'il y avait une amélioration. Je vous évite les détails. Et puis, on a fait un essai clinique, bon, c'est principalement à Barcelone, les Angels et Natalia. Elles ont fait une étude pilote avec uniquement deux patientes, green loss of function. Dans ce diagramme de toile d'araignée, on voit super mal, mais en gros, on évalue plusieurs dimensions. C'est le Vineland test. Et puis, avant le début du traitement, on voit qu'il y a une certaine surface, donc avec des scores. Et après le traitement, mais on voit que la plupart des dimensions ont augmenté, ce qui montre qu'il y a une amélioration. J'insiste, il s'agit d'une étude pilote, N égale 2. Donc en ce moment, ils sont en train de préparer l'essai clinique à Barcelone. Ils ont eu l'approbation ou l'approval du comité éthique de l'hôpital. Et là, ils ont aussi des difficultés pour la production de la spermidine et de la livrer aux patients. Mais c'est un essai clinique qui va ressembler un peu plus à celui qui est mené. Oui, non, mais je termine. Donc, merci. C'est un essai clinique qui normalement devait démarrer aussi au mois de novembre. Ça s'est prolongé, mais là, on est vraiment, je pense qu'on est prêt. Et puis voilà, et la dernière des diapositives, c'est vraiment la dernière avant la dernière, quoi. C'est l'avant-dernière, en gros. Non, la dernière, c'est les remerciements. Oui, voilà, cette vision holistique. J'ai dû, au début, si vous avez de la mémoire et vous avez écouté un tout petit peu, je vous remercie. Mais je vous disais que je reviendrai sur cette vision holistique. Non seulement il y a plusieurs types de cellules, non seulement il y a les récepteurs NMDA, mais il y a aussi, ni les AMPA, pardon, mais il y a aussi plein d'autres protéines qui sont là dans cette synapse. Donc, on se retrouve dans ce scénario. Oui, ça, c'est de la microscopie électronique où on voit qu'il y a beaucoup une densité. Ouais, c'est foncé parce qu'il y a beaucoup de protéines qui sont là. Et toutes ces protéines, et c'est là où ça devient marrant, c'est quelque chose qu'on vient, je veux dire, découvrir. Ouais, c'était peut-être connu, mais nous, on l'a découvert. C'est que quand on regarde ces synapses qui utilisent le glutamate, il y a à peu près 1 millier de protéines, à peu près. Oui. Et ce qui est marrant scientifiquement ou théoriquement, c'est que ces protéines, elles agissent entre elles. C'est comme s'il y avait les deux côtés de la salle. Ouais, ça c'est le côté pré-synapse, post-synapse. Vous commencez à parler entre vous, vous tenez la main. Oui. Donc ce qui se passe, un récepteur NMDA qui est là, par exemple, s'il est en contact avec Ludovic, si Ludovic il a un problème, lui il aura un problème. Ouais. Donc ça c'est au niveau un peu conceptuel. Donc au niveau scientifique, qu'est-ce qu'on a vu? Que l'interactome de ces protéines, il est vraiment très fort. Ouais. C'est des protéines qui sont liées fonctionnellement et physiquement. Point numéro 1. Et point numéro 2, c'est qu'il y a aussi une comorbidité.
Donc ça veut dire que les symptômes cliniques que présentent les mutations du gène GRIN1 avec GRIA3 ou avec SHANK3 ou STXBP1 ou d'autres, ou des CACNA, se ressemblent beaucoup. Et ça, c'est un peu un changement de se dire, voilà, je vais... Évidemment, je pense que la communauté elle doit continuer à travailler sur les récepteurs NMDA en pas et chercher des traitements, des drogues qui ciblent ces protéines. C'est ce qu'on fait, c'est ce que la plupart de nous, on a toujours fait. Mais aussi d'explorer la possibilité d'agir sur d'autres voies. Parce que quelque part, elles vont confluer. Et puis en traitant ou en repositionnant des traitements des autres pathologies, on pourra traiter les crimes et vice-versa. Donc, voilà, ça c'est un tout nouveau projet qu'on a eu la chance de décrocher. Et le résumé, bon, je pense que plus ou moins on peut arrêter là. En gros, c'était les notations fonctionnelles, non, toutes et tous inclus, où on essaye. Nouvelles molécules, on a quelques petites données intéressantes et des modèles cellulaires, et puis dans les essais cliniques. Je remercie surtout Alba et Laia, qui ont beaucoup travaillé, qui ont une belle trajectoire face à elles. Elles vont continuer 4 ans dans le labo, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Il y a aussi Mireia et Sergi de l'Université de Vic. Mireia, c'est chercheuse exceptionnelle, hyper smart et bienveillante. Ángel García Cazorla aussi, on a la chance d'avoir des cliniciens. Et ici aussi, je veux dire, d'avoir des cliniciens qui s'intéressent à la recherche fondamentale et translationnelle, c'est basique. Donc on a cette chance aussi. Et puis les gens, Sylvia Lokovici, évidemment, pour les modèles de souris, les financements. Et je m'excuse, je n'ai pas mis la photo GRI France de l'année passée. Je n'ai pas réussi à me connecter au Wi-Fi. Et sur mon téléphone, je n'arrivais pas à connecter. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait Vincent ici. Donc, un grand merci à toutes les familles qui êtes là, celles qui n'ont pas pu venir. Parce que sans vous, ça n'aurait aucun sens de tout ce qu'on fait. Et ça nous motive, on apprend énormément et c'est vraiment, on se sent très réconforté d'être accompagné par vous. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. C'était très clair. Je sais que j'ai compris que l'étude sur la spermidine, c'était encore à l'étape pilote, mais à lecture des graphiques et n'étant pas scientifique, j'avais l'impression que les résultats étaient meilleurs au niveau des NMDA avec la spermidine plutôt qu'avec la L-sérine. Ma question, oui, vous la connaissez déjà? Oui. Mais je peux l'expliciter pour tout le monde. Je pense que votre impression, c'est une impression qu'on partage. D'accord. Tout à fait. On a vu, déjà, in vitro, on a vu que ça marchait beaucoup plus que la L-sérine. Oui. Et dans les 2 cas cliniques qu'on a essayé, on a vu que l'amélioration, elle était plus importante qu'avec la L-sérine. Oui. Après, c'est 2 patients. C'est 2 cas. Donc, je n'oserais pas dire ça marche mieux ou pas mieux. Par contre, je dirais que théoriquement, elles pourraient marcher ensemble aussi. Oui, c'était ça ma question. Donc, il y a aussi une option de co-traitement ou co-administration des 2 qui pourrait être envisagée. D'accord. Et ça, ce serait post-étude, ce serait après l'étude qui va être... Ce serait après l'étude qui va être lancée là en Espagne. Oui. En gros. Ok. Oui. Ok, très bien. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des effets indésirables pour la spermidine? Est-ce qu'il y a des effets indésirables, des effets secondaires? Non, pour la spermidine, sur 2 patients, 2 patients qui étaient ici dans
dans le report, reporté. Mais après, il y en a d'autres qui l'ont pris aussi out of essai clinique et on n'a pas vu d'effet indésirable pour la spermidine. Après, la dose, elle n'est pas ajustée encore. Je veux dire, c'était la même dose pour les deux qui avaient des poids très différents, qui avaient des âges différents. Donc ça, c'est quelque chose qui va être plus fixé et on ne sait pas. Mais a priori, comme c'est des métabolites, ça n'a normalement, le corps, il tolère très bien ce genre de traitement. C'est plus dans le nutraceutique. En tout cas, en Espagne, c'est considéré comme ça. En France, malheureusement, ça peut, à une dose élevée, ça peut rentrer comme un médicament. Non ? On verra, oui. Tu as dit que la spermidine ou spermine était utilisée déjà par comme quelque chose qui améliore la condition. Et du coup, ça existe déjà comme produit. C'est en Espagne, c'est dans des autres pays. Oui, il y a eu quelques études qui ont été faites vers 2010 et qui ont montré que les gens qui avaient une diète riche en spermidine avaient une plus... Bon, au niveau cardioprotection, il y avait une association entre des diètes, ça c'est assez marrant, ça rejoint un peu ce qu'on parlait des diètes au Japon et des diètes riches en soja. De la spermidine, on en trouve beaucoup dans les algues marines, dans les algues, dans des différents types de céréales. Et donc, des gens qui avaient une diète très riche là-dessus, c'était aussi associé à une plus longue espérance de vie au niveau cardioprotection. Ensuite, il y avait aussi des études qui ont été faites avec comme un cognitive enhancer, population neurotypique, et pour éviter le cognitive decline aussi. Et c'est commercialisé en Espagne, en Allemagne, en Autriche. Il y a une boîte, l'équipe qui a développé ça, je crois qu'elle était entre l'Allemagne et l'Autriche. Et là, je n'ai pas le nom en tête, mais oui, c'est commercialisé. Et c'est beaucoup moins cher que la L-sérine. Que c'est peut-être pas un détail. Non, mais c'est du genre 5 fois moins cher, oui. Oui. Oui, bonjour, merci pour la présentation. On voit que vous travaillez pour un futur proche, mais aussi pour un futur plus lointain avec les nouvelles molécules. Au niveau du travail international, parce que vous faites des recherches sur ces molécules, est-ce qu'il y a du partage de compétences, de connaissances avec Cure Therapeutics, la France, ceux qui travaillent dessus, ou est-ce que vous êtes pour l'instant, vous ne partagez pas de trop, vous gardez l'information et vous partagerez plus tard? Oui. Je vois la question. Non, je pense qu'il y a... Par exemple, quand on met la molécule AM2, AM3, c'est pour garder l'anonymat parce qu'il y a une certaine protection des données, mais ça ne veut pas dire que je peux collaborer avec le labo d'Olivier, lui dire tiens, essaye ça, ou qu'on peut collaborer après. Ça dépend du niveau où ça a avancé. Je veux dire, pour l'instant, je pense que tels qu'ils sont les résultats, si on essaie de collaborer avec quelqu'un, bon, ça peut intéresser d'une façon académique, mais pas industrielle ou pas pour en tirer, disons, un profit ou commercialiser. Donc, je pense qu'il y a un degré de collaboration assez important et notamment au niveau européen, on travaille tous dans un même sens. Si je peux peut-être ajouter juste un point, Xavier, c'est en fait la protection, elle est aussi pour les patients dans le sens où si Xavier vous montre le nom de la molécule, le risque pour lui, c'est que vous alliez chercher la molécule sans vraiment essayer de la prendre, alors que peut-être elle n'est pas du tout adaptée à votre situation. Donc il y a un effet aussi de protection, de vous protéger, pour éviter de foncer sur une molécule qui est encore en fait en phase de... On dit toujours de travailler à plusieurs laboratoires sur les mêmes choses, vous arriverez
à des résultats plus rapides. C'est comme tout, hein. Quand on met plus de moyens sur un élément, on arrive à des résultats plus rapides. C'était pour savoir voilà, s'il y avait une stratégie globale, même si ça reste qu'au niveau européen, oui. Pour faire avancer. Je pense que la stratégie, c'est un peu quand on se retrouve dans des forums, quand on s'écrit, qu'on parle et que, je ne sais pas, Ludovic va me proposer, ah ben tiens, pourquoi on n'essaye pas sur nos cellules IPS, ton traitement, le nouveau composé que tu as trouvé. Ça se fait beaucoup dans des forums plutôt. Et après, aussi au niveau des cliniciens, ils partagent les protocoles une fois qu'ils sont mis en place, ils les partagent, mais il y a un côté un peu sécuritaire aussi de dire, bon voilà, on va s'assurer de ce qu'on a. Oui, parce que c'est peut-être une bonne, mais peut-être aussi une mauvaise molécule, mais ouais. D'arriver au résultat en travaillant tous ensemble, je pense que ça peut être toujours que mieux, même si le résultat n'est pas... Oui, après chacun... Je pense, et ça c'est au niveau des chercheurs, chacun a ses lignes de recherche, ses justifications à faire et on aime bien collaborer, mais on a des contraintes aussi de contrats nationaux ou européens. Juste pour info, on a discuté hier soir, on a déjà trouvé une idée de manip qu'on va faire dès qu'on rentre, donc il y a des choses qui arrivent. Non, mais c'est en fait parce que les prochaines manips qu'on va faire, elles sont pas encore, enfin voilà, c'est pas fait, les résultats sont pas là. Moi, je ne sais pas tout ce que fait Xavi parce que voilà, il n'est pas encore prêt à nous les montrer parce que c'est peut-être préliminaire ou trop préliminaire. Donc nous, on essaye de vous montrer des choses qu'on maîtrise à peu près. Ouais. Oui. Ouais. J'imagine. Je pense qu'en fait, c'est vrai que c'est pas facile de simplifier un message pour nous, parce que déjà, on n'est pas formé à faire de la communication grand public. Donc, on essaye tout le temps de se mettre. Oui, non, mais en fait, c'est pour ça que le contact qu'organise cette conférence, on passe une journée avec vous, une soirée, on peut plus facilement échanger, prendre notre temps pour expliquer les choses. Exactement, c'est souvent les discussions autour qui sont les plus intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais. Je l'ai peut-être raté, mais la spermidine, tu l'as testé avec plusieurs Green 2 ou ça marche Avec plusieurs mutations Green 2, la spermidine, non, on ne l'a pas testé sur plusieurs sous-unités. On l'a testé uniquement sur Green 2B. Oui, des mutations de Green 2B ou de Green 1 aussi, mais pas de Green 2A. Parce que sur Green 2A, l'effet, il n'y a pas d'effet, soit il y a même une petite diminution. Ce n'est pas tout à fait clair. Oui, elle est connue pour la spermine. Elle est connue, mais disons qu'on a ciblé uniquement le Green 2B et Green 1. Et pour les patients, c'est 2 patients Green 2B. Encore ? Oui. Merci. Alors, j'ai bien compris que c'était un essai, que c'était à l'étude, donc sur 2 patients. Là, vous disiez que ça va être ouvert à d'autres patients pour novembre, si j'ai bien compris, pour la spermidine. Comment est-ce que, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous sélectionnez, entre guillemets, les patients ? Est-ce que c'est ouvert ou ça reste vraiment à l'Espagne, ou est-ce que c'est ouvert à l'Europe, en France ? Donc, oui, pour l'essai clinique en Espagne, pour l'instant, les 30 patients, je crois que pour des critères, disons, légaux, et ça va être restreint à l'Espagne, mais
je pense, qu'ils vont partager le protocole avec d'autres équipes internationales, où ils sont ouverts à le partager, pour valider aussi le traitement. Et après, le critère d'inclusion, c'est qu'ils aient Green 1, 2B, mais aussi 2A, perte de fonction. Oui, ouais, même critère.